Une certaine idée du football. On parle tous les dimanches avec Corentin Roland et son équipe. De 20h à 21h sur VL. Bonsoir à tous, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Bienvenue dans la Manita, l'émission qui passe au crible la société du football. On est toujours ravis de vous retrouver, 4e numéro déjà. Et au sommaire aujourd'hui, la trêve internationale. Évidemment, l'équipe de France jouera tout à l'heure face au Portugal dans quelques instants, même après son carton face à l'Ukraine. Il y a aussi un alléchant Pologne-Italie que je conseille aux puristes. On a vu l'Espagne hier triompher difficilement de la Suisse, mais la trêve internationale, c'est aussi des déplacements à n'en plus finir, peut-être parfois des décalages horaires quand les matchs sont internationaux, et avec une énième, je dirais même compétition, la Ligue des Nations, ça pose la question des calendriers surchargés. C'est un risque pour la santé des joueurs, évidemment, mais aussi pour la qualité des matchs. Alors on va se poser cette question, nous, en tant que fans de football, est-ce qu'il y a trop de matchs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a trop de rencontres et est-ce que cela nuit finalement à notre magnifique sport? Je suis aujourd'hui entouré de 2 chroniqueurs, 2 experts. On déplore malheureusement l'absence de Kevin qu'on va saluer, notre partenaire du FC Géopolitics qui malheureusement est qu'à contact et ne pourra pas être avec nous. Mais à côté de moi, j'ai quand même 2 chroniqueurs de qualité. Le premier, c'est Adrien Drill. Bonsoir Adrien. Bonsoir Corentin, bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Deuxième participation, t'as gagné le droit de revenir et on imagine que t'en es très content. J'en suis très très content et j'étais sur la touche pour cause de virus, mais t'es bien de retour. Abdelaziz Ben Ramdam, bonsoir. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous, bonsoir Adrien. Deuxième participation également. Écoutez, je suis en période d'essai là, je progresse petit à petit. Toujours, tu progresses effectivement. Alors, première question, la trêve internationale, vous êtes plutôt, ça vous chauffe ou plutôt foot de club vous? Moi, je suis plutôt club. Personnellement, je suis plutôt club, mais j'aime bien aussi voir nos stars françaises, nos stars mondiales un peu s'allier et faire des beaux matchs. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis plutôt foot de club, mais c'est vrai que les matchs de l'équipe de France, voir de l'alchimie entre des joueurs qui jouent pas normalement ensemble, j'aime bien. Donc ouais. Et bon, en tout cas, pour tout ce qui va concerner donc la préparation physique, le calendrier, le risque sur la santé, on a avec nous un spécialiste qui est par téléphone. Alors, il a libéré ses vacances françaises, il a libéré un peu de son temps pour la Manita. C'est Alexandre Marle, donc il est préparateur physique. Il a été responsable de la performance à l'Olympique Lyonnais et au Paris Saint-Germain. Il a aussi travaillé pour les équipes de France de jeunes. Pour la petite histoire, il a accompagné l'équipe championne du monde U20 2013. Et il y a Paul Pogba, Umtiti ou Thauvin régulièrement en équipe de France aujourd'hui. Aujourd'hui, il travaille à la préparation physique pour les joueurs étrangers évoluant en Chinese Super League. Et si vous aviez un petit doute sur son CV, sachez qu'il travaille avec Hulk, le Brésilien. Donc, a priori, niveau préparation athlétique, il est rodé sur son métier. Bonsoir Alexandre Marle. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation c'est un plaisir. De la Manisa. Alexandre, j'ai employé ce mot. Donc on connaît bien évidemment ce qu'est un préparateur physique. On connaît moins le métier de responsable performance. Expliquez-nous ce qu'est un responsable performance. Alors en France, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau, alors qu'à l'étranger, c'est quand même quelque chose qui est bien plus ancré. Le responsable performance, c'est celui qui va coordonner tout ce qui touche à la performance des joueurs. C'est-à-dire la préparation physique bien sûr, mais aussi l'alimentation, la nutrition, l'hydratation, les processus de récupération, s'occuper des joueurs blessés, la réathlétisation, gérer aussi tout ce qui est données collectées, les données GPS, les données vidéo, et essayer d'imbriquer tout ça, de manager un groupe de personnes qui vont graviter autour des joueurs et qui vont essayer de répondre à l'ensemble des besoins des joueurs tout au long de la saison. C'est vrai que dans ce que vous dites, donc vous parlez notamment des données GPS. C'est un métier donc un peu du foot moderne, un métier récent où du coup là on se base énormément sur les nouvelles technologies en fait pour entourer le footballeur au quotidien. Oui, en fait, on essaye vraiment d'avoir le plus d'informations possible lors des entraînements, lors des matchs, pour préparer au mieux les joueurs, pour connaître leur état de forme, leur état de fatigue, de bien doser l'entraînement et qu'ils soient à 100% pour les matchs, surtout ça. Vous avez donc évolué dans des grands clubs, avec des grands staffs. Vous avez travaillé par exemple avec Laurent Blanc. Pourtant, je lisais dans une interview, vous disiez que la France a 5 à 20 ans de retard selon les sports, parce qu'évidemment vous n'êtes pas que sur le football, en matière de préparation physique. Comment vous l'expliquez ? Alors, je dis pas qu'en matière de préparation physique. La préparation physique,
quelque chose qui est quand même assez ancré en France. Par contre, c'est tout ce qui va toucher à la performance. Il n'y a pas que la préparation physique. Est-ce que je le disais juste avant, sur les datas, par exemple, les données, les nouvelles technologies, on est assez réticent en France, donc on a du mal à rattraper le retard, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, on a des avantages, notamment la formation, etc. Ce qui fait qu'on a parfois des avantages, des inconvénients et inversement. Et bon, c'est aussi pour ça qu'on a eu des bonnes équipes de France ces dernières années. Mais au niveau des clubs, c'est quand même un petit peu plus long à se mettre en place, on va dire. Est-ce que les joueurs français manquent d'intérêt pour leur corps, pour le travail athlétique? Est-ce qu'ils sont, comme beaucoup de clichés peut-être, vous allez me dire, le laissent entendre, est-ce qu'on a des joueurs un peu plus réticents à tout ce qui va concerner la prépa athlétique? Oui, bien sûr. Alors après, aujourd'hui, il faut que chaque joueur professionnel prenne vraiment conscience, déjà dès la formation, dès les centres de formation, que leur corps, c'est leur outil de travail. Et bon, il y en a certains, ils ont du talent, ils ont des qualités physiques, c'est un petit peu inné, donc ils surfent un petit peu dessus jusqu'à 24-25 ans, mais bon, après ça suffit plus. Et si on veut déjà être un joueur de très haut niveau, c'est pas suffisant. Et si on veut faire une longue carrière, c'est encore moins suffisant, ça c'est sûr. Pourquoi en France plus qu'ailleurs alors? Justement, c'est simplement un problème de mentalité, mais c'est surtout de formation. Ils ne sont pas éduqués comme ça au niveau des centres de formation, ils ne sont pas éduqués comme ça au niveau des pôles. Et après, c'est difficile. C'est pas à 24, 25 ans, ou plutôt à 20, 22 ans qu'on va leur apprendre certaines choses. Il est déjà un petit peu tard si c'est ancré dans leur histoire de footballeur dès le plus jeune âge, ça sera toujours plus facile de continuer à le faire perdurer à l'âge adulte. Je crois qu'Abdel a une question à ce sujet, tu voulais rebondir? Oui, bonsoir Alexandre, j'avais une question. Bonsoir, vous parlez beaucoup des calendriers des clubs, vous parlez beaucoup des clubs et de leur façon de faire par rapport aux joueurs et à la préparation physique. Mais est-ce que les instances aussi sont en partie responsable de la peut-être méforme de certains joueurs sur la saison? Je dirais pas forcément les instances, je dirais aujourd'hui c'est un peu le modèle économique du football qui est responsable de tout ça, puisque aujourd'hui il y a plus de matchs parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont de plus en plus importants, et aujourd'hui il y a plutôt le modèle économique qui passe avant que le modèle sportif. Et on l'a vu récemment, notamment depuis l'arrivée du Covid. On voit bien qu'il y a eu une volonté de reprendre très rapidement les championnats. Il y a une volonté aussi de ne pas les arrêter quelque part, mais tout simplement parce que les clubs ils vivent principalement des droits télé. Et forcément, il y a une certaine pression, qui vient un petit peu du monde économique et du modèle économique qui est bâti pour tous les clubs, qui fait qu'on sont bien obligés de multiplier les matchs, tout simplement. Je lisais un rapport très intéressant qui a été établi par le média Medium cet été. Dans le top 5 en Europe, c'est en Ligue 1 qu'il y a le moins de sprints et de courses à haute intensité. Est-ce que c'est une histoire de choix tactique, de culture tactique, ou est-ce que c'est révélateur de lacunes plutôt athlétiques? Il y a les deux. Il y a clairement de choix tactiques, ça c'est clair, mais parce que si on fait des choix tactiques qui sont un petit peu différents, bien sûr qu'on peut avoir un certain nombre de sprints bien supérieurs, ça c'est sûr. Mais après, l'un va dans l'autre. En fait, si vous préparez des joueurs pour qu'ils jouent plutôt en attendant, en jouant derrière, et qui jouent plutôt la contre-attaque et autres, ou des joueurs qui vont faire du pressing tout le temps, on n'est pas dans les mêmes répercussions physiques, et on ne travaille pas de la même façon, tout simplement. Donc finalement, en match, il y en aura forcément moins. Vous y avez été, entre guillemets, confronté. On a beaucoup accusé le PSG de Laurent Blanc de ronronner et de manquer d'intensité dans les grands rendez-vous. Comment on y travaille ça? Est-ce que d'ailleurs vous l'aviez ressenti quand vous y étiez? Et comment on y remédie à ce problème peut-être d'un PSG un petit peu ronronnant, comme ça peut être le cas pour beaucoup d'autres équipes françaises quand elles sont sur la scène européenne? Je dirais que c'est pas forcément ronronnant. En fait, il faut bien s'imaginer une chose, c'est que les joueurs, surtout au Paris Saint-Germain, mais surtout les très très grands joueurs, ceux qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, pour eux, ce qui est important, c'est la Ligue des Champions. Le reste, le championnat de France, ils le mettent déjà limite au niveau du sol, et les coupes encore plus bas que le sol. Moi, j'ai des souvenirs au PSG, tout simplement. On était 3-4 semaines avant
la Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on avait un PSG qui était un peu ronronnant, c'était difficile de gagner les matchs facilement, on s'en sortait des fois avec des buts à la dernière minute, on gagnait 1-0 ou 2-1 et c'était vraiment toujours un petit peu ric-rac, et c'est vrai qu'on pouvait dire un PSG un peu ronronnant. Et puis d'un seul coup, on s'est retrouvé une semaine avant un déplacement, je crois, au Bayer Leverkusen, et on allait jouer le vendredi à Valenciennes, et le mardi ou le mercredi on jouait au Bayer Leverkusen. Et le lundi à l'entraînement, c'était plus les mêmes joueurs sur le terrain d'entraînement. Il y avait une intensité, il y avait une qualité dans les passes, il y avait une volonté dans tous les gestes, et l'entraînement il ressemblait en rien à ce qu'on avait vécu depuis 3 mois, quoi. Et en fait, c'est les joueurs qui vont mettre cette intensité, c'est les joueurs qui vont mettre ce qu'il faut, et on a gagné 4-0 à Valenciennes et il n'y avait pas photo, et on s'est dit on va aller vers Leverkusen en Ligue des Champions, et il n'y aura pas de problème, si on joue comme ça on va gagner sans problème, et c'est ce qui s'est passé. Et en fait c'est les joueurs qui mettent l'intensité sur le terrain. On a beau mettre des schémas tactiques en place, etc. Si les joueurs le veulent, si les joueurs sont capables de jouer bien ensemble, c'est eux qui font la différence, tout simplement. Le corollaire de votre métier, c'est aussi, avec l'équipe médicale évidemment, de gérer le nombre de blessés. Vous avez notamment été en charge de remettre en selle Yoann Gourcuff à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Comment on appréhende les cas les plus fragiles comme cela ? Comment on gère un groupe ? J'imagine qu'on doit gérer vraiment au cas par cas, en fait, entre ceux qui sont beaucoup plus résistants, ceux qui ont un corps qui les suit peut-être un petit peu moins. C'est un travail qui, j'imagine, doit être extrêmement complexe de gérer au cas par cas tous les jours. Oui, il y a la question et il y a quasiment la réponse dans ce que tu as dit. Il y a des joueurs physiquement qui sont bâtis comme des murs, et qui ont une longévité de carrière aussi qui est assez exceptionnelle. On peut penser à Ibrahimovic ou Thiago Silva ou Matuidi, mais ça c'est des joueurs qui ont une grosse hygiène de vie, qui ont une grande culture de l'activité physique également. Et après, il y a des joueurs, ils ont eu beaucoup de qualité physique en étant plus jeunes, ils ont surfé un petit peu là-dessus, et à un moment donné, quand ça a commencé à coincer, c'était plus difficile de se remettre à travailler, et après on a des pépins, et quand on commence à enchaîner les pépins physiques, ça devient difficile de sortir de cette spirale, puisque il faut toujours déjà récupérer de la blessure, se remettre en selle et refaire un peu plus pour essayer de regagner sa place. Donc c'est jamais évident, ça c'est sûr, et c'est vraiment de la gestion cas par cas, et c'est très individuel. Et justement, on en reparlera de récupérer des blessures, parce que c'est une problématique quand le calendrier est très chargé. Et bien après cette petite interview, on va passer tout de suite à notre dossier de la semaine. Notre dossier de la semaine, je l'ai dit, consacré donc à la trêve internationale et à toutes ces compétitions qui petit à petit s'ajoutent les unes aux autres. On connaissait déjà l'Euro, la Coupe du Monde, et maintenant il y a la Ligue des Nations, il y a aussi tous les projets de Ligue fermée, de Super Ligue européenne. Ça fait beaucoup, ça fait énormément de matchs dans un calendrier particulier cette année, affecté par la pandémie de Covid. Alexandre Marle, est-ce qu'on est en train de tirer sur la corde petit à petit et de mettre les joueurs en danger pour l'intérêt économique du football, parce que ces compétitions, évidemment, elles rapportent? Alors, j'ai envie de dire oui et non. D'abord non, parce qu'on s'est montré, il y a pas mal de recherches au sein de l'UEFA notamment, qui montrent que finalement, il y a plus de matchs, mais il n'y a pas forcément plus de blessés. Pour les équipes qui jouent tous les 3 jours en tout cas. Quand vous demandez aux joueurs également, ils préfèrent jouer tous les 3 jours que de s'entraîner une semaine et de rejouer chaque week-end, ça c'est sûr. Après, il faut voir jusqu'où on va aller, en fait, tout simplement, puisqu'il y a les compétitions clubs et chacun prêche pour sa paroisse. Donc, les entraîneurs de clubs disent tout va bien quand on joue le championnat, quand on joue la Ligue des Champions, etc. Mais dès que les joueurs partent en sélection, là, ça va moins bien parce qu'il y a trop de matchs, etc. Et les joueurs rentrent parfois le mardi ou le mercredi et il y a un match le samedi alors qu'ils ont fait beaucoup de déplacements. Donc, d'un côté, il y a oui, on peut continuer de faire des matchs tous les 3 jours, puisque clairement, il n'y a pas un niveau significatif de blessure qui est largement supérieur par rapport à il y a quelques années. D'un autre côté, il y a d'autres matchs qui sont en train de se rajouter un petit peu partout et qui font diminuer les jours de récup des joueurs. Un peu trop considérablement, et surtout qui entraînent des voyages assez importants. J'ai souvenir de Cavani qui partait jouer un match en Uruguay, ou parfois ils allaient jouer en Russie, etc. Ça fait des longs déplacements.
Et, avec des décalages horaires. Il y a le décalage horaire, mais le déplacement, c'est pas un jour de récup non plus. Quoi. Je veux dire, on est en avion, c'est très bien que la récupération en altitude n'est pas la même que lorsqu'on est au sol, quand on voyage en train ou en bus. Donc c'est pas la même chose en tout cas. Et j'avais une question, du coup, vous pensez que quand vous parlez des déplacements notamment et de tous les matchs qui s'enchaînent avec notamment les trêves internationales, vous pensez du coup que c'est une trop grosse cassure pour le rythme des joueurs? Parce que vous parliez justement du fait qu'ils ne sont pas dérangés de jouer 3 jours d'affilée, enfin pas 3 jours d'affilée, mais 3 matchs très rapprochés. Et est-ce que les trêves internationales, par exemple, peut-être coupent trop leur rythme justement? Les trêves internationales coupent le rythme, en tout cas pour les joueurs qui ne jouent pas, tout simplement, parce que lorsqu'il y a une trêve internationale, les joueurs qui restent au club, finalement, on leur fait faire du physique. Pendant 14 ou 15 jours, on leur met un petit match amical, mais bon, c'est largement insuffisant, alors que pour les joueurs qui partent, pour eux, c'est plutôt du bonus, à condition qu'ils jouent au moins un petit peu du match, parce que s'ils partent juste en équipe de France et qu'ils restent sur le banc et qu'ils ne rentrent pas sur le match ou les 2 matchs, c'est plutôt une perte de temps, j'ai envie de dire. Par contre, pour les joueurs qui jouent, ça peut être un plus. Et il y a aussi certains joueurs qui en club c'est un petit peu difficile et qui partent quand même en sélection, mentalement ça leur fait du bien aussi d'aller voir autre chose, et ces trêves internationales, comme vous l'avez dit aussi juste avant, c'est des coupures, et les joueurs aiment bien aussi avoir certaines coupures, ça permet de sortir un moment du club et de retrouver une autre ambiance en équipe de France. Et il y a un peu tout pour l'aspect mental, c'est intéressant aussi pour eux en tout cas. Mais pour autant, on a vu comme, enfin moi je vois quand même beaucoup de joueurs se plaindre de ce système. Je voyais Thomas Meunier qui a été extrêmement véhément envers la Ligue des Nations en disant que voilà, ça gave les gens, pour le citer, avec autant de spectacles. On a vu Kevin De Bruyne ce matin dans une interview à distanciel, qui dit personne n'écoute les joueurs et qui se plaignait de lui de devoir faire 2 ans sans pause. On voit les joueurs se plaindre, on entend les entraîneurs comme Guardiola, Tourelle en France extrêmement véhément vis-à-vis des calendriers. On a le sentiment, Klopp également, Guardiola, je l'ai dit. Mais Guardiola parce qu'il s'est beaucoup plaint, donc je le redis. On a le sentiment quand même que les acteurs du terrain sont assez unanimes sur le fait que les calendriers sont assez mal agencés. Oui, tout à fait. Oui. En fait, il y a 2 choses. Il y a que les entraîneurs de club se plaignent, c'est normal, j'ai envie de dire, parce qu'ils souhaiteraient avoir tous leurs joueurs pour travailler avec leur équipe, parce que pour eux, la sélection, ça leur apporte pas grand-chose. D'un autre côté, il y a les sélectionneurs qui se plaignent parce que finalement, c'est toujours un petit peu compliqué d'organiser parce que les clubs libèrent difficilement certains joueurs également. Donc ça, c'est le côté un peu qui va un peu dans tous les sens. D'un autre côté, il y a les joueurs, et là les joueurs ils ont plutôt raison actuellement, parce que forcément il y a cette Ligue des Nations qui est venue se greffer, qui s'est pas vraiment greffée, mais qui apporte des matchs qui sont plus vraiment amicaux, où finalement avant il y avait des matchs amicaux, donc on faisait tourner un peu plus les effectifs. Aujourd'hui c'est plus des matchs amicaux, il y a une certaine Ligue des Nations avec des possibilités de qualification et d'éviter certaines phases, donc forcément les sélectionneurs font jouer plutôt l'équipe type, ce qui fait que ça fait moins de repos et il y a moins de rotation aussi dans cette Ligue des Nations. Et deuxième point aussi, cette année il y a eu le Covid et il n'y a pas vraiment eu de coupure en fait. Il y a eu une sorte de coupure confinement, et puis derrière on les a repris en club pour les faire travailler. Finalement après on leur a dit que ça n'allait pas reprendre, finalement ça a repris, ils ont refait une préparation. Il y a des championnats qui se sont terminés très tard, il y a la Ligue des Champions qui a eu lieu cet été, et finalement il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de trêve, et on leur a demandé pour certains 10 jours après les avoir laissés en vacances de reprendre directement. Donc oui, j'entends les problématiques, mais qui concernent plus on va dire cette année que les années précédentes. Quand on voit le cas de Minson, qu'on prend toujours en exemple, donc l'attaquant de Tottenham qui a joué 78 matchs sur une saison. Alors avant une saison, on disait que c'était 40 à 50 matchs. Maintenant, si elle ne fait pas 60, en général, c'est quand même assez miraculeux pour un joueur de haut niveau. On tend vers des chiffres qui sont de plus en plus démesurés. Est-ce qu'on n'est pas en train de, comme je le disais en préambule, de vraiment tirer sur la corde et d'arriver à quelque chose qui potentiellement est dangereux et qui en plus nuit en fait au football, avec le risque des blessures, de tout ça? Oui, alors ça va défendre. En fait, aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment la limite. C'est certain qu'on est en train de pousser au maximum. On n'est pas arrivé aujourd'hui à une limite et à un point de non-retour qui ferait qu'on aurait énormément de blessés. On pourrait se dire, là, il faut peut-être qu'on arrête. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc c'est difficile. On sait quand même que les saisons qui sont post-Coupe du Monde ou post-Championnat d'Europe, il y a plus de blessés dans les clubs. Ça, c'est des statistiques pour ceux qui ont été en sélection, en tout cas. Après, j'ai envie de dire, il n'y a que les joueurs sélectionnés qui sont concernés.
je pense aussi que c'est aux managers des clubs aussi de prendre des dispositions en leur laissant des jours complémentaires. Après, c'est toujours un peu délicat à dire, hein, parce qu'il y a toujours une certaine compétition. Il y a des matchs, je pense au championnat anglais, et c'est très difficile quand même de faire certains matchs sans ces joueurs phares. Mais moi, j'ai souvenir que ce soit parce que je travaille également aussi un petit peu avec Manchester City. Je me souviens que Guardiola a fait souffler certains joueurs qui partent en sélection. J'ai souvenir que Laurent Blanc, quand Cavani ou Thiago Silva revenaient du Brésil, et le week-end, il les faisait pas débuter, et s'il pouvait pas les faire rentrer, c'était même un plus. C'était pas rare aussi dans la semaine d'entraînement qu'on laisse 2 jours de repos supplémentaires à 2-3 joueurs qui étaient partis en sélection. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un certain mode de management. Il faut passer par là, sinon c'est vraiment difficile pour les joueurs, c'est sûr. Oui, tout à fait. Je crois qu'Adrien, tu voulais tu peux revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on dit il y a trop de matchs de foot. On a peut-être des fois aussi tendance à juger le foot à l'aune de ce qu'il était, et qu'aujourd'hui les joueurs, les staffs savent très bien en fait s'adapter. Il y a des préparations. Voilà, le football, faut pas considérer comme figé, et les joueurs comme les staffs sont capables d'hausser leur performance, quoi. Mais c'est en effet ce que je pensais, c'est que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alexandre, mais j'imagine aussi que les joueurs ont dû s'adapter vraiment à ces nouveaux rythmes de compétition, et c'est justement ces matchs très très rapprochés et ces voyages très loin aussi. Donc j'imagine que si les techniques de préparation se sont évoluées, j'imagine que le physique aussi des joueurs a évolué. Je sais pas si... Après, je suis pas vraiment d'accord avec toi, parce que c'est pas ce que dit le syndicat des joueurs professionnels. Ah, okay. Y a un rapport en 2019 qui est sorti, qui explique que certains joueurs font plus de 80 matchs et plus de 100 000 km, ce qui est énorme. Alors j'aimerais peut-être aborder le sujet des solutions. Eux, ils préconisent un repos obligatoire de 4 semaines en été, 2 semaines en hiver, 5 jours entre chaque match. 5 jours de repos, ouais. 5 jours de repos, ce qui aujourd'hui ne se fait pas du tout, parce qu'il y a 3 jours à peine. En été, on a vu un joueur par exemple comme Riyad Mahrez en 2019. Manchester City reprenait l'entraînement alors qu'il jouait la finale de la CAN. Donc voilà, le syndicat n'est pas vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je ne sais pas ce que pense Alexandre Marle sur ces solutions proposées par le syndicat des joueurs professionnels. Vous en pensez quoi ? Oui, j'ai lu ce rapport, et il y a des choses intéressantes dedans, mais encore une fois, il y a des choses qui sont malheureusement sans fondement, puisque c'est... je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est un coureur de 100 mètres, par exemple, ou même un coureur de 800 mètres. Je vais parler d'athlétisme, je vais changer de sport pour donner un autre exemple. Va faire une performance au 100 mètres maximale. On peut imaginer Usain Bolt qui va courir dans un bon temps en 9,70 ou 9,80, peu importe. Et en fait, au bout de quasiment 1 heure, il a récupéré la totalité de ses capacités physiques. Et pourtant, il est incapable de refaire 1 heure après le même temps, en fait. Et pourquoi ? Tout simplement puisqu'en fait, c'est une récupération nerveuse qu'il n'a pas obtenue. Par contre, sa récupération physique, sa récupération musculaire, sa récupération énergétique fait qu'il pourrait être capable de refaire le même effort. Et dans un match de football, c'est à peu près la même chose. Logiquement, le lendemain, on devrait être capable de refaire quasiment le même match, puisque d'un point de vue musculaire, d'un point de vue énergétique, on est capable d'avoir récupéré en 24 heures. 48 heures maximum d'un point de vue musculaire en fonction de l'intensité du match. Mais pourtant, on n'en est pas capable, puisque c'est une récupération nerveuse qui est manquante. Et cette récupération nerveuse, on sait qu'il faut quand même à peu près 72 heures pour l'avoir. C'est-à-dire que capable de récupérer d'un match après 3 jours, j'ai envie de dire oui, il n'y a pas de souci. Donc 5 jours, pour moi, ça me paraît bien trop important. D'autant plus qu'on est sur des joueurs qui ont, faut pas oublier, qui ont des capacités de récupération qui sont incroyables. Nous, si on allait jouer des matchs tous les 3 jours, forcément, ça serait très compliqué pour nous. Eux, tous les 3 jours, ça pose aucun problème, puisqu'ils récupèrent bien plus vite que nous également. C'est intéressant quand même. Vous considérez, vous, qu'actuellement, le format de jouer tous les 3 jours n'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser classiquement, n'est pas forcément un problème. C'est jusqu'à un certain nombre de matchs. Je vais prendre un exemple. Il y a la Chennai Super League, par exemple, ils se sont suite à la Covid, ils se sont réunis pour faire 14 matchs en 42 jours. Vous avez vu, ça fait 14 matchs, donc ça fait un tous les 3 jours. Et ça a été possible.
Il y en a qui se sont plaints, etc. Bien sûr, mais ça a été possible. J'ai suivi de près, en tout cas, les joueurs, les blessures qu'il y a eu. Il n'y a rien qui montre aujourd'hui que les joueurs. Alors peut-être que l'intensité du match a été moins bonne. J'ai pas tous les chiffres encore, mais ça, j'en suis quasiment persuadé. Par contre, il n'y a pas eu de problème ni de pépin physique, en tout cas, pour la plupart des joueurs. Mais justement, donc, en fait, parlant de. oui, il y a une certaine possibilité. Après, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Attention. Bien sûr. Je dis bien qu'on est capable de récupérer et que par moment il faut certaines trêves. Je suis d'accord avec le syndicat des joueurs sur une trêve l'été. En tout cas, on sait qu'il faut au moins 3 semaines pour les joueurs pour avoir une bonne récupération. On sait qu'il faut une coupure aussi, certainement en fin d'année, une coupure plus ou moins importante. Mais voilà, il faut pas non plus exagérer en disant qu'il faut jouer un match par semaine. Mais justement, vous parliez de pépins physiques, et c'est vrai que ces dernières années, alors ça remonte peut-être à encore plus longtemps, et même vous, en tant que lors de votre expérience au PSG, vous avez peut-être été au contact de ça, mais c'est toutes ces techniques qui permettent justement aux joueurs parfois de récupérer plus facilement après une blessure, et justement de pouvoir tenir ce rythme de match un peu infernal parfois, où notamment les infiltrations, c'est quand même un sujet assez clivant. On sait que par exemple, bon, c'est un cas spécial, mais Samuel Umtiti, le défenseur du FC Barcelone, qui était titulaire pendant la Coupe du Monde, il a subi des infiltrations après chaque match avec des produits donc, qui sont légaux, mais est-ce que c'est pas... David Luiz l'a fait aussi. David Luiz aussi l'a fait, et est-ce que c'est pas des choses qui peuvent être nocives à la force, et c'est quand même c'est quand même incroyable que des joueurs soient obligés de jouer avec des médicaments pour tenir, quoi. Alors, il y a une double réponse dedans. Il y a la décision, elle appartient aux joueurs d'abord dans un premier temps. Donc, si le joueur veut forcément jouer une finale de Coupe du Monde, et qu'on estime qu'avec une infiltration, il en sera capable de tenir sa place, son rang avec une intensité importante et qu'il soit quasiment à 100%, on va prendre cette décision en tout cas. Alors forcément, ça peut se faire sur quelques matchs, mais ça ne peut pas non plus se faire pendant des semaines, ça bien sûr. Et à un moment donné, il faudra couper, il faudra faire les soins, il faudra récupérer, etc. Parce que l'infiltration, ça va permettre, c'est de l'antidouleur, tout simplement, ça va permettre de masquer la douleur et de limiter l'inflammation également. Donc oui, mais c'est souvent la décision du joueur. Les joueurs, quand vous leur demandez, ils veulent toujours jouer des matchs, surtout des matchs... C'est qu'on raisonne, même les joueurs, ils raisonnent à court terme en fait. Oui, bien sûr, totalement à court terme. Après, on sait très bien qu'il y a des techniques pour... Après, vaut mieux peut-être jouer 2-3 matchs et d'être champion du monde, et puis d'être arrêté pendant un mois derrière sur blessure, que de ne pas les jouer et de quand même t'arrêter derrière sur blessure. Donc, je voudrais qu'on termine rapidement sur cette première partie, parce qu'on a beaucoup de choses à aborder dans la seconde, mais en quelques mots, est-ce que vous diriez que peut-être au niveau de l'intensité des matchs, au niveau de la charge athlétique, est-ce qu'en France on se plaint trop de l'accumulation? Oui, enfin en France on s'entraîne moins en tout cas que dans les pays, que dans d'autres pays. On s'entraîne beaucoup moins, on fait beaucoup de jours de récup, donc on fait souvent à J-2, on fait des séances pas trop importantes, et à J+2 le match on fait aussi des séances pas trop importantes, et à J+1 on est en repos. Alors que dans d'autres pays on s'entraîne tous les jours, quoi. Et à plus haute intensité. Effectivement, c'est donc là, c'est un peu un effet haut peut-être de notre foot français. Et juste Alexandre Marlin. Pour finir. Oui, allez-y, très rapidement. Je fais très très vite aussi parce que toutes les techniques aujourd'hui de récupération ont beaucoup évolué, ce qui fait qu'on récupère bien mieux après les matchs. Il y a des joueurs qui se sont équipés chez eux également, donc il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui permettent de mieux récupérer suite aux entraînements et suite aux matchs. Ce qui fait qu'aussi, on est capable de très vite récupérer, de très vite répéter une même performance. Alexandre Mal, restez avec nous. Vraiment, pour cette deuxième partie, on ira aborder le volet plus footballistique, sur la qualité notamment du jeu. Mais avant cela, Adrien nous a préparé un petit point culture. Il va nous tracer des lignes, il nous dessinera des ponts entre le football et la culture. Exactement. C'est notre rubrique 11e art. Oui, le football est notre 11e art, je n'ai pas peur de l'affirmer devant vous et Adrien. Quel titre. Tu nous mets la Manita en version rock aujourd'hui. Et oui, mon bon Corentin, cette semaine, je vais te parler d'un single, d'une chanson qui sortait il y a 25 ans, très récemment, et qui a clairement changé l'histoire du rock et celle de la drague aussi. Cette chanson, c'est Wonderwall d'Oasis.
soit-elle, qui n'a jamais rêvé de jouer ces 4 accords afin de faire le malin en soirée? Eh ben, je n'oserais pas demander à la personne concernée, mais ça sent le vécu pour toi, Adrien. Ça sent- Et le rapport avec le foot, du coup? Pardon, je m'égare. Le rapport avec le foot, en fait, il est tout trouvé, figure-toi, parce que le groupe à l'origine du morceau, Oasis, donc, et notamment les 2 frères, Liam et Noel Gallagher, sont des immenses fans de Manchester City. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que l'histoire du club est intimement liée au succès du groupe. Je m'explique. En gros, quand Oasis a vraiment commencé à être très très connu dans les années 90, les musiciens, pendant les tournées et pendant les concerts, notamment Liam Gallagher, le chanteur, avaient l'habitude de porter le maillot de Manchester City sur scène. Donc ça faisait de la pub gratos pour le club de City. Et ça a même créé certaines confusions parce que des fans, notamment au Japon, pensaient que les t-shirts de Manchester City portés par le chanteur étaient le merchandising officiel du groupe. C'est dire les connexions entre les deux. Bref, donc cette pub gratuite faite par Oasis pour City, clairement le club ne capitalise pas vraiment dessus parce que paradoxalement, quand le club est à son paroxysme en fait en termes de popularité, le club de City est vraiment une équipe de losers avec 2 relégations entre 1996 et 1998 et ils finissent par jouer en 3e division et deviennent le premier club de l'histoire de l'Angleterre à avoir gagné une Coupe d'Europe, donc la Coupe des Coupes en 1970, mais à jouer en 3e division. Et justement, ajouter à ça le fait que la couleur qui domine la ville à l'époque, c'est plutôt le rouge de United, les voisins qui sont une des meilleures équipes du monde à l'époque. Et c'est une renommée mondiale, du coup, Oasis, sur laquelle City va capitaliser en fait au fil du temps. Exactement, mon cher Corentin, parce qu'en fait, même si le groupe s'est séparé depuis 2009, et c'était en France à Rock en Seine d'ailleurs, voilà pour la petite anecdote, Oasis a été le premier groupe à véritablement revendiquer un amour pour un club de foot. Personne n'avait fait avant. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment anodine à Manchester, qui est une ville dans laquelle le foot et le rock sont profondément ancrés dans les mœurs de ses habitants et se confondent souvent. Donc City, en somme, ne se prive pas du tout de diffuser des morceaux d'Oasis avant, pendant, enfin à la mi-temps bien sûr, et après le match. Et il n'est pas rare d'apercevoir l'un des frères Gallagher dans les tribunes ou dans les vestiaires, comme on peut le voir. Sur ces petites images qui vont sûrement arriver très vite. Voilà. Le bon vieux Noel Gallagher qui célèbre le titre de Manchester City dans les vestiaires. Gabriel Jesus, ça peut être concerné. Voilà, ils sont tous culture de l'instantané avec leur téléphone évidemment. Bref, donc comme on peut le voir clairement sur ces images, Noel Gallagher est une des mascottes du club, est utilisé comme une sorte de mascotte par le club et on dit que c'est même lui qui a été le premier à alpaguer Pep Guardiola sur Twitter pour le faire venir à Manchester City. C'est quand même incroyable. Bref, donc de cette connexion particulière en est venu une sorte de moyen pour le club de légitimer et de créer une sorte d'histoire et de se placer comme le club du peuple en fait. Un peuple qui, comme on peut le voir dans le documentaire de l'équipe Manchester des briques, du rock et du foot, que je vous conseille, l'historien Dave Aslam dit que le peuple, c'est dans cette ville, pour ceux qui n'avaient pas de diplôme ou qui ne voulaient pas travailler à l'usine, le foot et le rock restaient leurs 2 seuls moyens d'expression. Eh ben moi j'ai un magnifique souvenir d'Oasis, c'était au Stade de France après l'attentat de Manchester. Pour le coup il y avait eu la garde républicaine qui avait joué Don't Look Back in Anger. Ça avait moyennement plu d'ailleurs à Liam Gallagher. Il avait réagi sur Twitter. Il avait dit que c'était une pâle reprise, mais c'était néanmoins un magnifique moment de communion comme seul le foot peut en offrir. On se quitte, on prend une petite respiration et on revient sur notre dossier de la semaine dans quelques instants.
vous êtes toujours sur la Manita, l'émission où le football est un fait social total. On va revenir avec Alexandre Marle dans notre dossier du jour dans quelques instants, mais avant cela, petit voyage dans le temps, c'est notre fait historique. Notre fait Abdel, l'équipe de France joue dans quelques minutes maintenant, et toi, pendant la semaine, tu t'es plongé dans ses archives. Et oui, mercredi dernier, les Bleus s'imposaient face à l'Ukraine sur le score fleuve de 7-1. Une rencontre marquée par la première titularisation de la jeune pépite du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, devenu, grâce à son superbe but, le deuxième plus jeune buteur de l'équipe de France à seulement 17 ans et 336 jours. Et si tu nous dis ça, si tu nous dis que Camavinga est deuxième, c'est que pour trouver le premier, faut remonter un siècle plus tôt, et c'est ce que tu as fait. Eh bien, je vous propose de faire un bond en arrière. Nous sommes le 3 octobre 1896, et pendant que la France est déchirée par l'affaire Dreyfus, la famille Gastiguer accueille son nouveau-né, Maurice, dans une petite ville du Haut-Rhin à Cernay. Maurice Gastiguer se révèle très vite et se fait remarquer dès 1913 au FEC Levallois. Attaquant doué, il est sélectionné en équipe nationale à seulement 17 ans, le 8 février 1914, où son équipe s'incline 5-4 face au Luxembourg. Un mois plus tard, il est à nouveau sélectionné pour affronter la Suisse, un match très serré où Maurice Gastiguer pensera donner la victoire aux Bleus en inscrivant le but du 2-1 à la 85e minute. Était-ce du pied droit, du pied gauche, de la tête ou même de la main ? Personne ne le sait. Mais c'est sans compter sur l'égalisation suisse pour finir le match à 2-2. Bref, ce match amical anodin aura permis à Maurice Gastiguer de devenir ce jour-là le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France à seulement 17 ans et 156 jours. Et raconte-nous du coup, qu'est-ce qu'il est devenu ensuite, ce Maurice Gastiguer ? Eh bien, on le répète très souvent dans cette émission, mais la géopolitique prend souvent le pas sur le football. La Première Guerre mondiale est passée par là et Maurice Gastiguer continue de briller avec son frère Pierre, lui aussi international, notamment lors du tournoi interallié en 1919 où la France finira finaliste. Il fera également les beaux jours du Stade Rennais de 1921 à 1928 en inscrivant la bagatelle de 40 buts en 87 matchs. Il nous quittera le 22 janvier 1966 à Rennes où, comme un symbole, Eduardo Camavinga a aujourd'hui, en 2020, repris le flambeau du Stade Rennais et de cette belle équipe de France si prometteuse. C'est une très belle histoire et on précise à ceux qui ont accès au direct que donc Maurice Gastiguer, il est en bas à gauche accroupi. Voilà, je me suis renseigné dans les archives. Si quelqu'un veut reconnaître Maurice Gastiguer, c'est donc celui qui est en bas à gauche. Merci beaucoup Abdel, on va revenir tout de suite à notre dossier du jour et je voudrais comme d'habitude qu'on ouvre un petit peu le débat. On a beaucoup parlé donc de la santé, du risque des blessures. Au-delà de ça, il y a la question du football, il y a la question de la qualité du jeu. On a vu l'accumulation des matchs à très court délai, comme ça peut être le cas en Coupe du Monde, où en phase finale, les matchs sont peut-être de moindre facture. Ça a été également le cas lors du Final 8. Est-ce que finalement, je vais me retourner vers vous, Alexandre Marle, l'accumulation des matchs, le plus grand danger, c'est finalement pas la qualité du jeu qui est en cause, avec des équipes toujours fatiguées en fait à mesure que le match passe? Fatigue des joueurs et on joue sur la fatigue d'un groupe tout simplement et sur les 11 joueurs comme on a tendance à reconduire les mêmes équipes à chaque match, il y a des joueurs qui sont encore plus ou moins à 100% on va dire, mais des joueurs qui sont plus à 100%, qui sont à 90% et au fur et à mesure du match ils sont de plus en plus fatigués et bien sûr il y a moins d'intensité sur les matchs, globalement il y a moins de volume de jeu, il y a moins de courses longues, il y a moins de distance parcourue pendant les matchs, il y a moins de sprint, il y a moins d'accélération et bien sûr ça joue un petit peu sur la qualité, la qualité physique du jeu. Mais donc sur l'intensité du jeu, mais il y a aussi tout ce déchet technique qui va arriver puisque forcément les pourcentages de passes sont moins bons, il y a une moins bonne vision du jeu, on fait plus les bonnes passes dans le bon timing et forcément ça nuit un petit peu à la qualité du jeu. Je vous sens beaucoup plus affirmatif que quand on évoquait la question de la santé qui pour vous peut-être va requérir plus d'adaptation. Pour vous c'est peut-être le problème
c'est le problème principal aujourd'hui de l'accumulation des matchs, c'est en fait la qualité de jeu, donc le spectacle qui va peut-être se réduire en fait à travers tous ces matchs qui s'accumulent. Oui, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu en introduction, on est capable de répéter des efforts, donc il n'y a pas un gros danger, on va dire physique en tout cas, de répéter des matchs chez les joueurs. Par contre, d'un point de vue nerveux, cette qualité a besoin d'être récupérée, et 3 jours par moment c'est plus suffisant, surtout quand on enchaîne les matchs. Et cette qualité nerveuse, c'est ce qui va faire la différence, c'est la vision du jeu, c'est l'intelligence du jeu, c'est le temps de réaction, et c'est là où on va perdre beaucoup en termes de qualité, et forcément ça va nuire au match. On n'a pas forcément plus de blessés, mais on a une qualité de jeu qui est en train de baisser en tout cas. Alors là, je sais que mes 2 chroniqueurs donc, ne sont pas d'accord sur le sujet. Toi, Adrien, tu es quand même plus dans cette idée que faudrait peut-être raréfier le football pour des matchs de plus grande qualité ? Eh bien ouais, je pense que vraiment il y a vraiment une surenchère parfois de propositions de matchs que pour les téléspectateurs, et c'est vrai qu'on a toujours plus de compétitions, notamment la Ligue des Nations qui a récemment été créée, et moi personnellement cette ligue qui est pour moi un peu l'exemple parfait d'un ajout de matchs pour les joueurs, je trouve que c'est un peu bizarre, parce que c'est le fait de vouloir tout rendre compétitif, de vouloir rendre les matchs amicaux compétitifs, en gros, de penser plutôt aux gains, aux droits télé. On crée de l'intérêt en fait. On crée de l'intérêt, c'est ça exactement. Et du coup, il y a une sorte un peu d'ubérisation en fait. Quand il y a trop de matchs, et ben à la fin, voilà, il y a trop d'offres, quoi. Trop de choix, trop de matchs, on sait plus quoi faire. Après, je ne pense pas que ça influe sur la qualité. Au-delà de mon avis subjectif qui trouve que ça n'influe pas sur la qualité, je vais vous donner 2 points. Le premier, c'est le point par rapport à l'audience, c'est-à-dire que ça ne baisse pas l'intérêt du public. Le public apprécie toujours ce spectacle qu'est le football, il regarde toujours, il est toujours présent. Et l'autre côté, c'est un point de vue statistique. On voit que les buts continuent d'augmenter, le spectacle est là, on assiste à l'émergence de nouvelles équipes, notamment en Ligue des Champions avec l'Atalanta, Tottenham, on a Liverpool qui revient de loin, qui a gagné la Ligue des Champions récemment. Donc, moi je trouve que le niveau au contraire est en train d'augmenter justement avec cette accumulation de matchs, et la fatigue ne se ressent pas forcément. Donc je ne sais pas. Elle a un côté où elle accentue peut-être aussi un peu la tension dramatique, cette fatigue dans les fins de match. Oui, peut-être aussi que sous la pression, peut-être avec l'adrénaline, on voit que justement on essaie d'attiser cet esprit compétitif. Donc peut-être que ça joue aussi sur la qualité de jeu. On voit les joueurs qui sont déterminés. On a vu que l'Atalanta, considéré comme facile, n'a pas été si facile que ça pour le PSG. Bien sûr, donc on voit que clairement peut-être cette répétition des matchs permet aussi aux équipes d'avoir une meilleure alchimie et de plus s'entendre et d'avoir justement une meilleure qualité de jeu. Tu penses pas qu'il y a aussi ça, je suis d'accord que même pendant le Final 8, on a vu qu'il y avait une qualité de match, un peu une sorte de folie qui se dégageait. C'était peut-être aussi dû au format, forcément. Depuis 3 ans, même. Depuis 3 ans, format, pas juste cette année. Bien sûr, non. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même toujours un moment dans le match où il y a une sorte de... ça retombe, quoi. Et tu penses pas que... Même il y a des études qui ont été montrées que l'intensité des matchs, un match pourrait durer moins de temps qu'il ne dure déjà, tu vois. Et après, chaque match est différent. Je pense qu'il y a des enjeux aussi. Il y a des enjeux qui font que le match ralentit. On essaie de ralentir le rythme, de garder le score, de garder le match en main. Donc c'est pas forcément involontaire, c'est plutôt volontaire justement de vouloir baisser le rythme du match pour garder un certain contrôle. Donc moi je pense pas vraiment que ça soit vraiment une fatigue totale qui arrête le match totalement. Donc je pense que c'est plus peut-être stratégique. Certes, il y a de la fatigue, mais je pense aussi que ça peut faire partie d'une certaine stratégie du coach. Alexandre Mar, je me retourne vers vous. Vous le savez, la Manita, c'est une émission universitaire, donc je vais reprendre le sociologue Patrick Mignon, qui donc disait qu'il y a une profusion donc, de football et qu'il y a un risque de saturation pour les acteurs comme pour les spectateurs. Est-ce que vous ressentez peut-être une saturation parfois des joueurs au nombre de matchs, même y compris sur leur motivation, qui est un autre point en fait, qu'on n'a pas évoqué jusqu'alors? Non, pas vraiment, et je suis assez d'accord avec l'analyse d'Abdel. Les joueurs, ils veulent jouer des matchs, et quand ils jouent pas des matchs, ils sont chez eux, ils regardent des matchs. Donc, de leur côté, en tout cas, il n'y a pas de saturation, en tout cas. Et d'un point de vue spectateur, Abdel l'a bien dit également, il y a d'autres matchs, et il y a toujours des gens qui regardent, il y a toujours des gens qui s'abonnent, il y a toujours des gens qui vont au stade, il y a toujours des gens qui achètent des maillots, il y a toujours des gens qui achètent les magazines. Donc, l'engouement ne baisse pas, en tout cas, ça c'est sûr, quoi. Et pour donc pallier à ça, donc l'UEFA évidemment a mis notamment dans cette période la mesure des 5 changements par match. C'est une mesure qui vous paraît cohérente
en termes notamment pour déjà pour la santé sur laquelle on peut revenir, mais aussi sur la qualité du spectacle avec la possibilité d'apporter plus de jokers. Pour vous, c'est une mesure qui vous paraît cohérente ? C'est une mesure un peu une mesure un peu de rattrapage en fait, parce que pour moi on n'a pas été du tout cohérent au moment de l'arrivée de la Covid. Faut savoir qu'on a demandé aux joueurs de continuer de s'entraîner, on a demandé à certains joueurs de continuer de faire des matchs, on a fait des reprises de championnat en Allemagne également très très rapides. Faut se mettre en tête quand même que lorsque vous vous entraînez ou lorsque vous jouez un match, vous baissez au maximum pendant les 24 heures, les 12 à 24 heures qui suivent vos défenses immunitaires. C'est-à-dire que des joueurs qui s'entraînent et qui jouent des matchs à haute intensité et qui attraperaient le virus dans la foulée, ils sont susceptibles quand même d'avoir des problématiques et des séquelles qui retrouveraient jamais leur niveau en fait. Donc on est quand même arrivé à un moment donné, on était quand même dans une limite d'un point de vue santé, et il y a énormément de joueurs, parce que j'ai suivi beaucoup de joueurs également pendant le confinement, qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux un petit peu différemment, et il y a eu une certaine inquiétude chez beaucoup de joueurs de savoir si c'était une bonne chose, en tout cas de continuer à s'entraîner et de continuer de faire des matchs. Et la mesure un peu de l'UEFA de rajouter des changements, c'est aussi pour dire voilà, il faut quand même pas trop les fatiguer les joueurs, on offre une possibilité d'avoir des changements supplémentaires. Pour moi, c'est une mesure un petit peu de rattrapage. Voilà. C'est aussi une mesure un peu de gros club, ça, parce qu'en fait, les 5 changements, quand vous avez la profondeur de banc, c'est bien pratique. Quand vous êtes un club avec un effectif quantitativement plus réduit, alors là, je te vois... Pas forcément. Pourquoi un tel pessimisme sur les remplaçants des autres clubs ? Les autres clubs, ils peuvent émerger. On peut voir des joueurs progresser à force d'avoir du temps de jeu. Ça leur permet d'avoir du temps de jeu. Alors, le petit bémol que j'ai sur les 5 remplaçants, c'est comme l'a dit notre invité Alexandre Mar, c'est un peu une mesure de rattrapage. Moi, je pense qu'on aurait dû le faire bien avant et qu'il fallait pas attendre des circonstances exceptionnelles pour mettre justement 5 remplaçants dans un match. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est satisfait des 5 remplaçants. On a des joueurs qu'on veut voir sur le terrain qui n'ont pas forcément du temps de jeu quand il y a 3 remplaçants. Et là, c'est beaucoup plus intéressant à regarder stratégiquement pour les coachs et pour nous aussi de découvrir des joueurs et voir l'émergence de nouveaux talents. Il y a autre chose en fait quand on réfléchit donc au football pour éventuellement améliorer donc ces problématiques. Il y a aussi la solution de réduire. On pense toujours qu'un match de foot c'est 90 minutes. Il y a la possibilité, pourquoi pas. Je sais que Adrien, tu t'es un petit peu légèrement penché sur le sujet, de réduire peut-être le temps de. Le temps de match, le temps de rencontre. Alexandre, je parle sous votre contrôle, mais c'est vrai que il y a des études qui montrent que l'intensité est quand même présente sur une courte période de temps pendant un match, et c'est vrai qu'elle a tendance parfois à retomber. Donc est-ce que pour avoir des matchs de très très bonne facture, parfois est-ce qu'on ne devrait pas justement raccourcir les mi-temps pour... je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il ne faudrait pas raccourcir les mi-temps pour avoir que des matchs C'est quand même un gardien qui a proposé ça, c'était Petrocec qui avait proposé... Bon, ça risque, avec aussi la risque de fermer les matchs tellement il y a d'enjeux, il y a encore moins de temps pour ouvrir. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, Alexandre Mar, je laisserai Abdel réagir après. C'est difficile de répondre à la question en fait, parce qu'il faudrait tester pour le savoir réellement. Alors déjà, les matchs ils ne durent pas 90 minutes, mais ils durent en général 97 à 98 minutes avec les arrêts de jeu de la première mi-temps et les arrêts de jeu de la seconde mi-temps. Et d'autant plus avec les 5 changements. Exactement. Après, il y a aussi, on sait, hein, comme le disait Adrien, si globalement après 60 minutes de jeu, si vraiment il y a eu une bonne intensité en première mi-temps, après 60 minutes de jeu, ça a tendance à retomber un petit peu. Quand même. Il y a moins de courses intenses, etc. Par contre, si c'est pas passé grand-chose en première mi-temps, ça baisse pas forcément. C'est plus ou moins linéaire en fait. Donc c'est difficile à dire en fait. Ça dépend énormément. Encore une fois, hein, je le dis, je l'ai dit aussi tout à l'heure au début, ça dépend énormément de l'investissement des joueurs en fait. C'est les joueurs qui font l'intensité, qui font le jeu sur le terrain. S'ils sont tous ensemble à vouloir mettre le paquet, les matchs sont différents, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas pourquoi on cherche constamment à améliorer le côté compétitif, etc. Moi, je trouve que ça fait partie d'un match de voir retomber un petit peu le niveau de jeu, de garder le rythme, etc. Un match avec ses temps forts et ses temps faibles, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai vu aussi des propositions d'Arsène Wenger, qui travaille maintenant à la FIFA, il me semble, qui a fait des propositions, faire les touches au pied, les corners qui rentrent. Voilà, les corners qui sortent, ils peuvent rentrer, il y a plus de 6 mètres. Pourquoi chercher constamment à améliorer un match de foot? Le match de foot est comme ça, nous on l'aime comme ça, notre avec sport. Avec ses imperfections. Bien sûr. Pourquoi chercher déjà on veut réduire notre plaisir à 60 minutes. Non mais déjà 90 minutes, on est tous très heureux. Donc voilà.
Eh ben, si vous êtes tous très heureux, Alexandre Marle, vous avez peut-être une réaction là-dessus vous aussi, vous appréciez le sport dans ses imperfections? Ah oui, après, voilà, on a toujours voulu. C'est vrai que le football est un des seuls sports, parce que pour m'intéresser à beaucoup d'autres sports, il y a un des seuls sports où la réglementation n'a pas vraiment évolué en fait. Alors est-ce qu'il faut la faire évoluer ou non? Ça c'est une question. Est-ce qu'il faut faire les touches au pied ou pas, ou à la main? Est-ce qu'au niveau des hors-jeux, il ne faut pas se repositionner un petit peu différent? Parce que même avec la VAR, on voit bien que les arbitres continuent à avoir des difficultés à arbitrer. Est-ce qu'on reste comme on a toujours été? Est-ce que le football reste comme il est? Ou est-ce qu'on essaye un petit peu comme les autres sports de faire évoluer un petit peu ce sport? Après, on peut évoluer sans complètement dénaturer non plus. Totalement, là je suis d'accord. Sur le cas des touches notamment, c'est un autre débat, mais j'ai un peu de mal à saisir la logique des touches. Des hors-jeux qui ne sont pas des hors-jeux. Alors la problématique du hors-jeu est un peu plus complexe parce que on n'a jamais vraiment réussi à la résoudre. Par contre, les touches au pied, les touches au pied, c'est que dans son camp, c'est que avant la limite. C'est les propositions de Wenger actuellement. Ouais. Ouais, bon bah pas emballé par ces propositions. Ça se discute. Bon bah, en tout cas, on a beaucoup parlé de la santé. On va vous remercier, Alexandre Marle, et même si on a tous un peu été parfois critiques sur la Ligue des Nations, ça ne nous empêchera pas de regarder dans quelques minutes le match qui a déjà démarré d'ailleurs. Semble-t-il. C'est parti. Bah, tout à fait. Je vous remercie, Alexandre Marle, merci d'avoir été avec nous dans la Manita. C'est un plaisir en tout cas. Et je vous remercie également mes deux chroniqueurs, Abdel, Adrien, merci à vous. Merci à toi. Toujours un plaisir, toujours. Mes remerciements également, j'ai du mal à finir là, c'est peut-être l'envie d'aller voir le match qui vient au devant de moi. Merci à Edwin donc à la réalisation, toujours impeccable. Merci à Pezzo, merci à toute l'équipe de VL Média. On retrouve notre podcast sur notre site dès demain et les meilleurs moments de l'émission sur Twitter. On va rester connectés sur tous les réseaux sociaux et là je m'adresse à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. On se retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure. Vous n'y serez pas. A priori encore un petit turnover. Bonne soirée à tous, ciao. La Manita, une certaine idée du football. On parle tous les dimanches avec Corentin Roland et son équipe. De 20h à 21h sur VL.